Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'en aurais une tout de suite, peut-être sur le paternalisme faible dont vous avez parlé, c'est-à-dire non pas le fait d'imposer des comportements, des conduites à des individus, mais le fait de les aider à comprendre ce qu'est leur bien pour qu'ils finissent par les adopter. Ce qu'on appelle aussi l'empowerment, ce qui est une forme de la responsabilisation, pour employer des mots un peu synonymes. La question que je me pose, une question éthique, c'est dans quelle mesure il n'y a pas quelque chose d'un peu mensonger dans ces discours-là, puisque c'est faire croire aux individus qu'ils agissent pour leur bien, mais au fond, on sait bien que le bien visé est aussi celui de la société, et donc dans la mesure où on peut faire l'hypothèse que c'est un peu mensonger, est-ce qu'il ne serait pas préférable d'assumer finalement de faire porter aux individus un effort de solidarité, y compris dans leur comportement alimentaire, dans leur comportement comme on le fait pour la vaccination, par exemple. Voilà. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Oui, ça devait, ben, oui. La valeur de solidarité, elle n'est jamais listée dans les principes éthiques, mais je pense que ça ressort de la présentation, c'est fondamental pour moi, c'est clair. Mais je ferai quand même une nuance. Dans le paternalisme faible, ce n'est pas d'amener les gens à concevoir des modifications de comportement qui sont extérieures à eux. Le paternalisme, ça c'est le paternalisme fort. Amener les gens à modifier des comportements pour des pratiques qu'ils considèrent fondamentalement comme souhaitables. Le paternalisme faible ne veut pas modifier les conceptions du bien, mais outiller les gens pour les atteindre lorsque ce sont leurs propres conceptions du bien, à quelque part. Mais aussi, souvent, le problème, c'est d'opposer cette conception individuelle du bien aux conceptions communautaires du bien. Et c'est le problème, souvent, quand les gens invoquent le fameux principe d'individualité ou de respect de l'autonomie, c'est comme si c'était antithétique, hein, que les intérêts de l'individu entrent en contradiction, mais totale et invariable avec ceux de la communauté. Alors que dans la grande majorité des cas, les intérêts sont convergents. Dans la plupart des cas, dans certains cas, évidemment, mais là, il y a des normes qui sont proposées par des interventions de santé publique, des normes comportementales qui nous blessent plus, hein, qui nous interpellent plus. Mais cette opposition-là, elle n'est pas fondamentale, mais lorsqu'elle arrive, effectivement, là, c'est la notion de solidarité qu'il faut pousser. Il faut pousser. Et dans les recherches que je faisais sur les enjeux éthiques associés à la vaccination au Québec, dans les entrevues qu'on faisait avec les gens, c'est vraiment ce qui ressortait le plus. Bon, évidemment, il y a les anti-vaccinations qui, eux, vont dire, écoutez, non, ça interfère avec mon droit personnel de prendre ma décision. Et là, ensuite, on va embarquer dans un ensemble de théories du complot sur les compagnies pharmaceutiques et, bon, les discours là, que vous connaissez. Mais en même temps, la majorité des gens nous disaient, écoutez, pour nous, ce qui était vraiment le facteur fondamental de notre décision, là, c'était surtout par rapport à la vaccination des enfants dans la campagne H1N1. Les gens disaient, mais on va faire vacciner notre enfant et nous-mêmes, on va se faire vacciner pour protéger nos proches. Bon, protéger la société, là, c'est un peu demandé aux gens. Mais protéger ses enfants, ses proches, ses parents, ses amis, ses collègues de travail, ça, c'est fondamental. Donc, c'est une solidarité. C'était implicitement, dans le discours populaire, une valeur fondamentale invoquée par les gens pour respecter tout ça. Or, on ne l'invoque pas en santé publique. Dans les campagnes que l'Institut national de santé publique a menées, on ne jouait pas sur cette corde-là de la solidarité. Parce que là, on se faisait toujours attaquer sur les droits individuels. Et on répondait sur les droits individuels, mais par d'autres réflexions sur les droits individuels, alors que, dans le fond, la population ne demandait pas mieux que de voir renforcer ce souci qu'ils ont quand même, à quelque part, de protéger aussi au moins les membres de leur entourage ou de leur environnement plus ou moins immédiat. Et donc, dans ce sens-là, la réflexion est parfaitement pertinente. Nous, on emploie plus le mot autodétermination, d'ailleurs, qu'autonomie. Parce que autonomie, c'est autodétermination, c'est-à-dire en quoi une personne peut se déterminer. C'est-à-dire quel sens elle donne à sa vie. Ça pose tout un ensemble de questions importantes. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé votre critique à la fois de l'autonomie et du paternalisme. Pour nous, la distinction entre paternalisme et autonomie, c'est les bien théoriquement, mais en pratique, une personne vulnérable est rarement en capacité d'autonomie. Donc c'est vraiment, effectivement, tout ce qu'on met en œuvre pour lui permettre de parvenir déjà à une capacité de discernement
qui participent finalement de cette donnée. On a été, nous, et on le voit rétrospectivement, marqués par la loi du 4 mars 2002, droit des malades et qualité du système de santé. On a promu un concept abstrait d'autonomie. Et dans la pratique, aujourd'hui, il y a un désinvestissement des professionnels en disant vous êtes autonome, vous prendrez votre décision. Soyez rassurés, dans les années qui viennent, ce seront les algorithmes qui prendront les décisions et comme ça réglera le problème. Mais juste un point que j'ai trouvé important. Quand je suis intervenu au début, je parlais des années SIDA. En fin de compte, les années SIDA, c'est aussi la crise des légitimités, c'est-à-dire des associations militantes, et c'est intéressant, marginalisées socialement, parce que ce sont des groupes d'homosexuels, toxicomanes, donc qui sont dans une marginalité, vont finalement frapper la société dans des lieux absolument inattendus et devenir en quelque sorte des modèles. Parce que quand vous avez parlé de l'acceptation de l'homosexualité, l'acceptation de l'homosexualité également dans nos sociétés a été liée pour beaucoup au militantisme des associations qui ont permis aussi de faire apparaître une image extrêmement valorisante d'un souci de la cause commune. Donc la vraie question que je vous pose, finalement, de quelle manière être sensible à ce qui se situe à nos marges ? C'est-à-dire, est-ce que les vraies questions, pour une société comme la nôtre, ne sont pas les questions qui se situent à ses marges et les questions qu'on a de plus en plus du mal à appréhender ? Ne serait-ce que, par exemple, dans un contexte de laïcité qui réfute a priori tout ce qui est de l'ordre du religieux en disant c'est d'une autre époque puisqu'on est dans un monde moderne. Donc comment aujourd'hui intégrer les questions de la marginalité ? Quel mode de pensée pour nous en matière d'éthique ? C'est vrai que c'est très important d'aller plutôt du côté des marges, de la vulnérabilité, que de ce qui paraît être le discours des normes ambiantes, lesquelles normes sont tout à fait incertaines. Voilà, dans le contexte actuel, je me résume, où en est la légitimité. Vous voyez en matière de santé publique que les pouvoirs publics, les experts sont totalement contestés. Donc, a priori, chaque parole qui serait dotée d'une certaine autorité est contestée précisément parce qu'elle a une autorité que l'on n'accepte plus. On est dans un contexte très anomique, très individualiste. De quelle manière faire que le bien commun puisse prévaloir dans certains de choix. Vous avez parlé de la vaccination, mais il n'y a pas que la vaccination, il y a d'autres enjeux de cette nature. Bref, on a l'impression qu'on est dans une espèce de désordre aujourd'hui et que la cohésion, la cohérence autour d'enjeux et de valeurs communes, ben, c'est quelque chose de passé qu'il faudrait renouveler. Comment on peut renouveler tout ça ? Bon, écoutez, peut-être sur la crise de légitimité, oui, elle est fondamentale, là, présentement, c'est un peu ça. Autant, il faut toujours travailler sur au moins une valorisation des savoirs experts, l'importance d'une prise en considération des discours de la population, dans le cadre d'une éthique de la discussion, hein, où l'ensemble des groupes d'intérêt peuvent s'exprimer et à égalité, quoi, à discours égal en termes de valorisation. C'est fondamental. Mais en même temps, on est peut-être dans une espèce de basculement où, en tout cas, dans le cas du Québec, c'est flagrant, je pense que c'est plus large que le Québec, il y a vraiment une dévalorisation des savoirs experts. Alors là, pourquoi et comment compenser ça, sans retomber non plus dans ce qu'on était avant, c'est-à-dire la dictature des savoirs experts, où nous sommes des experts, nous vous disons quoi faire, et puis il n'y a pas place à la discussion, pas place à la négociation. Comment trouver cet équilibre entre les deux, effectivement? Il n'y a pas de solution miracle, mais il faut à quelque part s'inspirer, à mon avis, de la philosophie d'une éthique de la discussion où tous les groupes d'intérêt et les groupes participants, ceux qui sont vraiment touchés par des enjeux spécifiques, puissent s'exprimer à valeur égale, quoi, à discours égal. Maintenant, il restera toujours le problème de l'arbitrage de tout ça et de la prise de décision finale. Évidemment, à quelque part, je pense qu'on n'aura pas le choix, quoi. Il y aura toujours un État ou des institutions de santé publique qui seront responsables en dernier recours pour prendre une décision, mais cette fois-là éclairée après débat. Ce qui n'était pas le cas avant, ce qui est peut-être un peu le cas aujourd'hui, mais à mon avis, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Non, mais je mentionnais tantôt que, je ne sais plus dans quel diapo, à quelque part que l'autonomie, c'est aussi potentiellement l'autonomie de déléguer à quelqu'un. Hein. Bon, on s'entend là-dessus, c'est la base, quoi. Mais maintenant, oui, mais quelle est la part? Comment négocier cette délégation-là pour qu'elle ne soit mécanique, mais une délégation éclairée? Alors, comment définir une délégation éclairée de notre part d'autonomie à une tierce personne ou une tierce autorité? Dans le cas d'un médecin, bon, ben là, la discussion est un peu plus, en guillemets, simplifiée parce que c'est d'une personne à l'autre. On peut avoir un débat, une discussion, tenter d'avoir le maximum d'informations pour être capable de prendre une décision éclairée.
c'est pas encore facile, mais enfin. Mais lorsqu'on parle des discussions entre une population et les institutions de santé publique, alors là, c'est plus compliqué. Parce que c'est pas un individu, mais c'est plusieurs groupes d'intérêts avec des savoirs différents, des intérêts différents, des modes de vie différents, des rapports au risque différents, qui négocient avec, une entité, à quelque part, qui, elle, a aussi des contraintes et des obligations en termes d'institutions, par le mandat public, guidées d'ailleurs par des lois de santé publique. Et c'est ça aussi, là. Parce que maintenant, pour des raisons de justice sociale, il faut qu'il y ait une loi de santé publique qui vienne définir les droits de tous. Tous ont les mêmes droits par rapport à tout ça. Mais une loi de santé publique, c'est normatif, évidemment. Hyper normatif. Il n'y a pas rien de plus normatif qu'une loi, quoi. À quelque part, et là, évidemment, l'individu, dès qu'il délègue une responsabilité à des institutions qui se dotent de lois pour des raisons de justice sociale, il doit assumer, à ce moment-là, qu'évidemment, il y aura une perte minimale dans son autonomie. Je pense qu'on a encore plusieurs décennies à débattre de tout ça. Quel est le rapport et comment négocier, quelle structure se donner, quel mécanisme se donner pour respecter non seulement l'individu par rapport au pouvoir de la communauté, mais le pouvoir relatif aussi de chacun des sous-groupes sociaux dans lesquels cet individu-là est inscrit, pour que ce sous-groupe social-là puisse s'exprimer et faire valoir son point de vue dans un contexte de solidarité avec des enjeux de bien commun, quoi. Bonjour, Jean-François Thébault. Vous avez beaucoup parlé de prévention, santé publique. Pas beaucoup, mais c'était en creux d'économie. Pas beaucoup de maladies chroniques. En France, la santé publique, c'est un peu, je suis médecin, c'est un peu le parent pauvre de la médecine. Ça rentre pas beaucoup dans les cabinets médicaux. Ça rentre pas beaucoup dans le dialogue qu'il peut y avoir entre le patient et son médecin, sauf peut-être pour la vaccination ou des conseils généraux. Mais la question que je voulais poser, quelle barrière, quelle limite mettez-vous à la capacité d'autodétermination d'un patient, notamment atteint de maladies chroniques, pour choisir ou ne pas choisir de se traiter par rapport à la prise en charge et à la solidarité qui peut s'exprimer dans un pays. En France, on n'a pas de barrière, c'est-à-dire on ira, quoi que fasse le patient, on mettra à sa disposition autant que possible l'intégralité de l'arsenal thérapeutique, quitte à le gaspiller d'ailleurs, Dans d'autres pays, le raisonnement n'est pas le même. On prend la Hollande pour aller pas très loin, ou l'Angleterre, le raisonnement n'est pas le même. Vous, dans votre démarche éthique, où est-ce que vous mettez cette barrière à l'autodétermination du patient, à modifier ou non son comportement, qui, comme le dit toujours Paul Loup, fait partie de la partie indéformable de sa personnalité. C'est certain que je ne mettrai pas de barrière générale. Je pense que il faut y aller problématique par problématique. Le cas de la vaccination n'est pas du tout le même, parce que les gens doivent accepter les conséquences de la vaccination. On le fait dans un certain sens. Chez nous, la vaccination n'est pas obligatoire. Hein? Et paradoxalement, d'ailleurs, alors qu'elle est obligatoire chez vous, notre taux de vaccination est supérieur au vôtre au Québec. Là. Mais enfin, vous avez un problème français, ça c'est votre... Mais ça, je n'aborderai pas ça. Mais dans ce cas de la vaccination, on va mettre une barrière en disant aux gens, vous devez faire vacciner votre enfant, mais si votre enfant n'est pas vacciné, il ne va pas à l'école. On ne l'admet pas à l'école. Alors là, la barrière, elle est là. Alors l'enfant ne peut pas mettre les pieds à l'école tant qu'il n'est pas vacciné. Alors il devra avoir une scolarisation à domicile où le parent se démerde. Mais il y a une barrière qui est là. Dans une problématique de consommation d'alcool, par exemple, jusqu'où doit-on aller dans le traitement d'une cirrhose avec un patient qui est récidive ou un fumeur qui est récidive avec un cancer du poumon? Pour l'instant, dans le cas du Québec, écoutez, c'est le régime assurance universelle, un peu comme chez vous, quoi, et même plus que chez vous. C'est-à-dire que j'ai une prise en charge à 100%, quelles que soient les conséquences et quel que soit le nombre de récidives. Bon, évidemment, ça ne veut pas dire que le médecin ne nuancera pas un peu ces choses, le chirurgien, en situation, sachant que la personne, il le retrouve pour la 5e fois en état de crise. Il y aura certainement peut-être des petits ajustements. Mais structurellement, d'après les lois, non, la loi garantit le plein accès. C'est un dossier tellement délicat, et effectivement, ça fait partie de tous les... J'avais déjà fait une liste des sujets tabous en santé publique. J'en ai parlé d'un tantôt, c'est le rapport à la santé et la religion. La religion comme étant un facteur de risque pour la santé dans les populations. Mais celui-là, c'en est un autre facteur important qui est totalement tabou en santé publique parce que c'est
une allumette dans une poudrière, quoi. Je veux dire, c'est clair que ça va crier, parce que là, on multiplie les exemples. Ah ben non, mais si moi j'ai fait telle affaire, vous ne me traiterez pas, vous ne le ferez pas. Et il n'y a pas de parti politique qui veut aller là-dedans en disant non, vous devez assumer les conséquences, par exemple, financières de vos actes. Dans un régime universel de soins de santé, il faudrait changer complètement la loi sur la santé chez nous, pas seulement santé publique, mais la loi sur le système de santé lui-même. Et ça c'est presque... Enfin, on n'y arrivera pas, quoi. Alors, pour l'instant, la responsabilité de la gestion dans cette part de responsabilité individuelle-là versus celle du clinicien ou celle des institutions de santé publique, cette négociation-là, elle est laissée au cas par cas. Et il n'y a pas de décision. Et je pense qu'on n'aura pas le choix, peut-être, à un moment donné, d'y arriver, à ce qu'il y ait une certaine responsabilisation peut-être accrue de l'individu dans tout ça. Mais accru jusqu'où et dans quel domaine? Le cas de allaitement naturel, par exemple, allaitement maternel. Bon, bien, dans les hôpitaux du Québec, il y a vraiment le mot d'ordre maintenant, c'est l'allaitement maternel. Hein, c'est pas bon. Alors, une femme qui accouche, une de mes filles qui a accouché récemment, si vous allaitez, il n'y a aucun problème. On va donner tout le soutien. Mais si vous n'allaitez pas, il n'y a pas de lait maternisé dans les départements d'obstétrique. Dans les hôpitaux, il n'y a aucun lait maternisé. Si la mère veut ne pas allaiter son enfant, elle doit elle-même aller acheter son lait, materniser à la pharmacie et l'amener, le préparer elle-même, le donner à son enfant, le temps qu'elle sera à l'hôpital. Là. Évidemment, si c'est un 24 heures, 48 heures, ça va, mais si pour des problèmes de santé, l'enfant doit rester plusieurs jours ou plusieurs semaines, le bébé naissant, ça pose problème. Alors là, il y a une responsabilisation des parents par rapport à une politique de santé publique qui est pro-allaitement. Mais là, pro-allaitement, de façon... raide, hein? C'est dictatorial un peu. Il n'y a pas beaucoup de nuances dans tout ça. Alors, ce sont tous des cas de figure. Hein? Bon, dans l'assurance automobile, on a une politique no risque, hein? C'est-à-dire no fault. Vous pouvez avoir le nombre d'accidents d'automobile que vous voulez, bien, on n'est jamais responsable. La personne qui fait un accident d'automobile n'est jamais responsable. Il y a un peu d'augmentation de ces primes d'assurance, mais c'est une responsabilité partagée. Parce que ça devenait trop compliqué à judiciariser chacun des cas. Ça coûtait tellement plus cher à gérer juste les frais juridiques de toutes ces poursuites-là que de dire, écoute, on met tout le monde sur un pied d'égalité, puis c'est un no fault. Dans un domaine comme ça, effectivement, on est arrivé à une politique assez raide, là, de déresponsabilisation des individus dans ce cas-là. Mais je pense que là, on pourrait multiplier par centaines les exemples, et je pense qu'il faudrait ajuster cette marge entre la responsabilité individuelle et la responsabilité collective et l'imputabilité de l'individu en particulier. Je ne pense pas qu'on n'arrivera jamais à un principe éthique là-dedans. Sauf de dire, bien, il y a une logique de pondération. Hein, dans les principes éthiques, il y a la responsabilité de l'individu qui fait partie d'un principe éthique aussi, quelque part, comme il y a celui du paternalisme, le paternalisme de l'État, qui est une autre considération. Et ça sera toujours une question d'arbitrage, de nuances, ajustées. Et je pense que l'éthique doit se laisser une marge de manœuvre là-dedans pour ajuster au cas par cas, quoi, pratiquement. Je suis désolé de ne pas répondre plus clairement à ça, mais je ne crois pas que personne puisse répondre radicalement à votre question. Hein, le taux de mortalité infantile aux États-Unis est supérieur à celui de l'Amérique centrale en général, Nicaragua, Costa Rica et tout. C'est un des taux de mortalité infantile les plus élevés au monde aux États-Unis, qui se tarde d'être la société la plus riche au monde. Parce que les populations vulnérables, pauvres aux États-Unis, n'ont pas accès à la vaccination, au suivi postnatal, prénatal, ou etc. Ça n'existe pas, enfin, dans le public. Alors, est-ce que ça pose d'autres enjeux éthiques? Hein? En termes de justice sociale, c'est discutable. Merci beaucoup. Je vous propose de garder vos questions. J'imagine que vous en avez pour plus tard. Il y a du café. Je remercie encore beaucoup Raymond Massé. Et je vous invite pendant, disons, un tout petit quart d'heure à donc prendre du café si vous le souhaitez, des jus dans la partie là, derrière la salle.